Bienvenue. On entend souvent parler de la vitesse assez bluffante des Mac Apple Silicon. Même les modèles comme le Mac Mini ou le Mac Studio, ils semblent gérer l'IA locale, le RAG ou le traitement de grosses données avec une facilité étonnante. D'où ça vient, cette sensation de puissance? Oui, c'est une question intéressante et les sources récentes suggèrent que la réponse n'est pas forcément là où on regarde d'habitude, genre juste les cœurs du CPU ou la carte graphique. Hein? C'est-à-dire? L'analyse pointe vers un facteur, souvent un peu dans l'ombre, mais qui serait absolument crucial, l'architecture mémoire. Et surtout la manière dont les données circulent à l'intérieur de la machine. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. D'accord, donc moins la vitesse brute de calcul que, disons, la fluidité du trafic de l'information. Cette histoire de bande passante mémoire et de mémoire unifiée chez Apple Silicon, c'est ça le cœur du sujet alors. C'est précisément ça. Prenons l'IA, ou le fameux RAG, le Retrieval Augmented Generation, où l'IA va chercher des infos dans des documents pour mieux répondre. Pour ces tâches-là, ce n'est pas juste la puissance de calcul qui compte. Ce qui est primordial, c'est le volume de données qu'on peut faire bouger chaque seconde. Ok, Imaginez une autoroute, si vous voulez. La voiture la plus rapide du monde, elle sera limitée sur une petite route départementale, hein. oui, logique. Alors qu'une autoroute bien large, elle, permet un trafic énorme et rapide. La bande passante mémoire, c'est un peu ça. C'est la largeur de cette autoroute de données entre le processeur, la carte graphique, la puce IA, le Neural Engine et la mémoire vive, la RAM. Je vois bien l'analogie. Donc, mon supermoteur ne sert pas à grand-chose si je suis coincé sur une petite route. La bande passante, c'est la largeur de l'autoroute. Et Apple, comment ils font différemment? Alors, leur approche, depuis les premières puces M1, c'est d'intégrer tous les gros morceaux, CPU, GPU, RAM, Neural Engine, sur une seule et même puce. C'est ce qu'on appelle un SoC, un System on a Chip. D'accord, tout est regroupé. Et cette fameuse mémoire unifiée, elle s'intègre comment là-dedans? Ben, c'est vraiment la clé du système. Tous ces composants, ils partagent la même réserve de mémoire vide. Ça peut aller jusqu'à 512 Go sur un M3 Ultra, quand même. La même mémoire pour tout le monde. Exactement. Et comme ils sont physiquement très proches sur la puce et qu'ils piochent dans le même pool mémoire, les données n'ont pas besoin de faire de longs voyages ou d'être copiées d'un endroit à l'autre, comme c'est souvent le cas entre la RAM du système et la VRAM de la carte graphique sur un PC classique. Ah oui, ça évite les allers-retours. Voilà, ça réduit les délais, les latences et ça augmente considérablement le débit, la fameuse bande passante. C'est logique. Plus de trajets plus courts, moins de copies inutiles. Et concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Ça donne des débits qui sont assez impressionnants. On parle par exemple de 120 gigabits par seconde de bande passante mémoire sur un simple Mac Mini M4. 120 gigots déjà. Oui, et ça peut grimper jusqu'à, attention, 819 gigots sur un Mac Studio M3 Ultra. 819 gigots. Oui, oui. Alors, comparez ça avec la RAM d'un PC, même haut de gamme, hein, qui dépasse rarement les 100 gigs, peut-être un peu plus avec les toutes dernières normes, mais on est loin de ces chiffres-là. L'écart est énorme. Et si on ajoute à ça les SSD internes chez Apple, qui sont aussi très rapides, on parle de 7000-8000 mots sans lecture-écriture sur les bons modèles, Mhm. l'ensemble crée un système où les données peuvent circuler vraiment très très vite. D'accord. L'écart sur la bande passante mémoire vive est clair. Mais pour le stockage, sur PC, on peut mettre des SSD externes super rapides en Thunderbolt, non? Ça ne compense pas un peu? C'est vrai qu'on peut. Sauf que même un excellent SSD externe en Thunderbolt 4, bon, sur le papier c'est 40 gigabits par seconde, ce qui est énorme, Oui. mais en pratique, à cause de diverses surcharges, des protocoles, etc., le débit réel dépasse rarement les 3000, peut-être 3500 mégaoctets par seconde. C'est déjà très bien, hein, mais on est loin des 8000 MOS d'un bon SSD interne Apple. Ah, d'accord. Et si on passe par de l'USB 3 points quelque chose, là c'est encore bien plus lent. On tombe vite à 400, 500, peut-être 900 MOS dans le meilleur des cas. Donc le SSD interne très rapide des Mac participe aussi à cette fluidité globale. Tout à fait. Utiliser un port externe, même rapide, ça peut devenir une sorte de bretelle de sortie un peu étroite sur cette grande autoroute mémoire. Ça peut créer un bouchon. Le fameux goulot d'étranglement. Un peu comme quand on essaye de copier un fichier vidéo énorme sur une clé USB soi-disant rapide et que ça prend des plombes parce que le port de l'ordi ne suit pas. C'est exactement ça. Donc pour revenir à l'IA, au RAG, qui brasse des gigaoctets de données en permanence,
cette architecture unifiée, ça fait une vraie différence palpable, hein. Ah ouais, clairement. Charger des gros modèles d'IA dans la mémoire, interroger des bases de données vectorielles qui peuvent être massives, traiter des milliers d'images. Tout ça, ça demande des transferts constants et très rapides entre le stockage, la RAM et les différentes unités de calcul. CPU, GPU, Neural Engine. Mhm. L'architecture Apple Silicon, elle est pensée pour ça, pour minimiser ces temps de transfert, pour que tout circule de manière fluide. Un PC, même avec un processeur ou une carte graphique très puissante sur le papier, peut se retrouver freiné par les limites de ses interfaces ou par cette séparation physique des composants quand il s'agit de faire circuler d'énormes volumes de données pour ce genre de tâches spécifiques. Donc cette performance qui surprend parfois, ce n'est pas juste une impression ou du marketing habile. Ça découle vraiment d'un choix d'architecture fondamental qui privilégie le débit global des données. C'est ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle si peu de cette bande passante mémoire? Pourquoi c'est moins mis en avant? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, les benchmarks classiques, les tests qu'on voit partout, ils se concentrent souvent sur la puissance brute d'un composant isolé, genre la vitesse du CPU sur telle tâche ou les FPS du GPU dans un jeu. Oui, les tests classiques. Voilà. Et ces tests mesurent moins bien ce débit global du système, cette synergie entre les composants. C'est plus complexe à mesurer et peut-être moins parlant pour le grand public que de dire tant de cœur ou tant de gigahertz. C'est moins simple à vendre, quoi. Un peu. Et puis, l'approche intégrée d'Apple, ce SoC, rend la comparaison directe avec l'architecture modulaire des PC plus difficile avec les outils et les métriques habituelles. Donc, logiquement, le marketing va préférer mettre en avant les chiffres plus simples. Le nombre de cœurs, les gigaoctets de RAM, la taille du SSD, plutôt que la bande passante mémoire ou le débit réel entre les composants. D'accord. Donc si on résume, cette sensation de fluidité, voire de supériorité des Mac Apple Silicon sur les tâches très gourmandes en données, elle viendrait moins de la puissance pure de chaque pièce détachée que de leur collaboration efficace, rendue possible par cette architecture unifiée et surtout par cette bande passante mémoire hors norme. Une vraie autoroute interne pour les données et c'est ça qui serait crucial pour l'IA, le RAG aujourd'hui. C'est tout à fait ça. C'est le nerf de la guerre pour ces usages modernes qui manipulent des quantités massives de données. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour aller plus loin. Oui. Si les benchmarks traditionnels ne capturent qu'une partie de l'histoire, s'ils ne reflètent pas parfaitement la performance réelle pour ces nouveaux usages, comme l'IA ou le traitement de données massives, comment est-ce qu'on devrait évaluer la puissance réelle d'une machine aujourd'hui? Excellente question. Au-delà de la bande passante mémoire, qui est clairement un facteur clé qu'on a vu, quelles autres métriques un peu cachées pourraient devenir essentielles? Peut-être la latence entre les composants, l'efficacité des différents niveaux de cache, la vitesse de communication entre le CPU et le Neural Engine spécifiquement. Oui. Qu'est-ce qui compte vraiment pour la performance ressentie au quotidien sur ces tâches exigeantes? Exactement. C'est une piste de réflexion intéressante pour l'avenir, à mesure que nos outils et nos besoins continuent d'évoluer. Une très bonne question pour continuer à creuser. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous.